Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, nous allons parler TDAH. Lundi prochain, c'est la 3e journée nationale de sensibilisation au TDAH. Il se trouve que j'ai 2 enfants TDAH qui ont des profils différents. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du TDAH comme vous l'avez encore jamais vu, sous un angle vraiment original, pédagogique, constructif pour vraiment vous aider dans votre quotidien. Comme je vous disais, j'ai 2 enfants TDAH, une adolescente de 15 ans, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant ce podcast pour ceux qui ont des enfants TDAH plus jeunes, pour voir quelles vont être les problématiques qui peuvent arriver au fil du temps. Et puis un enfant de 9 ans, le petit tourbillon dont je parle souvent sur ma page Séverine, Maman Hyper TSA. Mais avant de plonger dans les eaux profondes du TDAH, qu'est-ce que le TDAH? C'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd'hui, je parlerai évidemment du TDAH avec hyperactivité. Donc, il y a 4 symptômes. Il y a l'impulsivité, le déficit attentionnel, la dysrégulation émotionnelle et l'agitation motrice qui est également appelée hyperactivité. Donc voilà, vous avez vu que j'ai parlé de 4 symptômes parce que la dysrégulation émotionnelle, donc la difficulté à avoir des émotions correctement gérées pour que ça soit socialement acceptable, eh bien c'est un symptôme qui n'est pas encore systématiquement recherché, mais qui fait vraiment partie du TDAH. Alors moi, tout d'abord, le TDAH, comment il est rentré dans ma vie? Eh bien, ça s'est passé à la visite des 3 ans, où mon plus jeune enfant a été, la visite des 3 ans chez le pédiatre, a été diagnostiqué TDAH par sa pédiatre qui se trouvait avoir fait une formation sur le TDAH, parce qu'il faut savoir que le TDAH n'est pas enseigné de manière systématique dans les facultés de médecine, ce qui n'est quand même pas normal. Donc si jamais vous-même vous connaissez des gens qui sont en faculté de médecine et qu'on commence à l'enseigner, déjà chaque faculté de médecine, je crois, a plus ou moins son programme qui lui est propre. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des facultés de médecine où on commence à enseigner le TDAH, mais de manière sérieuse, pas juste 10 heures, parce que vraiment le TDAH, c'est un trouble extrêmement compliqué. Donc, en fait, comment l'a-t-elle diagnostiqué alors qu'a priori, moi, je n'avais pas d'idée que je ne connaissais pas le TDAH. J'avais déjà entendu parler de l'hyperactivité, mais j'avais un enfant qui avait 3 ans. Donc, je pensais qu'il n'y avait pas ce genre de trouble à 3 ans. Mais c'est vrai que c'est un enfant qui était extrêmement agité toute la journée. Il courait non-stop, il ne pouvait pas s'arrêter, il tripotait tout, il grimpait sur tout. Quand on allait au square, ça l'intéressait pas de se tenir sur une balançoire, il voulait toujours sortir du square. En fait, il était complètement animé d'une énergie qui était incontrôlable. Et c'est en voyant cet enfant à la visite de 3 ans courir dans le cabinet, grimper partout, ouvrir ses tiroirs, qu'elle me pose la question, elle me demande s'il est toujours comme ça. Et je lui dis oui. Et à partir de là, elle va poser un diagnostic extrêmement rapide. Parce que, effectivement, avec le recul, il est évident que son TDAH sautait aux yeux. Donc pour moi, ça va être un soulagement parce que j'avais un sentiment d'impuissance et j'étais épuisée à lui courir toute la journée après. Et c'est vrai que je sentais bien que c'était quelque chose qui ne venait pas de moi, car effectivement, le TDAH est un trouble neurologique qui s'explique en fait par, si vous voulez, des structures au niveau du cerveau qui vont fonctionner de manière différente d'une personne lambda. Donc on voit que le TDAH comme le TSA, le trouble du spectre autistique, ce sont des troubles neurologiques, donc ça n'a aucun rapport avec la psychiatrie, même si ce sont les psychiatres qui ont un petit peu la mainmise sur le TDAH, alors qu'en fait ce ne sont pas eux
les spécialistes du TDAH, comme nous le verrons plus tard. Le TDAH donc n'est pas une maladie, c'est un trouble qui va perdurer avec plus ou moins d'intensité tout au long de la vie. Sa pédiatre m'a recommandé d'aller au centre médico-pédagogique pour suivre des séances de psychomotricité. Donc j'ai appelé et tout de suite, j'ai pas été très bien reçue par la secrétaire qui, au niveau du ton de la voix, se demandait qu'est-ce que je voulais. Donc c'est quand même très bizarre puisque j'étais quand même envoyée par une pédiatre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore chez beaucoup de médecins une interprétation psychanalytique du TDAH, à savoir que le TDAH en fait n'existe pas, mais que ça serait un défaut éducatif de la mère comme par hasard, où on est trop strict ou pas assez strict. Enfin, c'est un petit peu comme pour l'autisme. Il y a encore beaucoup de choses scandaleuses qui se disent dans le monde médical sur le TDAH. Donc moi qui ai la chance de sentir un petit peu les atmosphères, les personnes, vu le ton de la personne et qu'elle me dit qu'en plus il y avait 6 mois d'attente, j'ai dit ok, des psychomotriciens ça doit exister en dehors du CMP, donc je vais me renseigner. Alors, je me suis renseignée, effectivement, j'avais plusieurs psychomotriciens près de chez moi. Et la mauvaise nouvelle, je découvre que la psychomotricité n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Là, je me pose des questions, je me dis, c'est quand même étonnant, parce que c'est quand même une pratique qui fait partie du domaine paramédical, donc je ne vois pas en quoi ça ne serait pas remboursé. Le diplôme de psychomotricité est un diplôme reconnu d'État, donc ça n'a pas de sens. Donc j'ai quand même accepté puisque je m'étais renseignée, effectivement la psychomotricité c'est la principale thérapeutique qu'on va recommander pour les enfants TDAH. Puisque la psychomotricité, si vous voulez, elle va essayer de relier l'esprit et le corps, ce qui justement fait beaucoup défaut aux enfants TDAH, puisque eux, ils vont d'abord agir et puis réfléchir après, d'où beaucoup effectivement de problèmes de comportement, beaucoup de mise en danger, etc. Donc mon fils a démarré donc très tôt ses séances de psychomotricité et ça a eu un merveilleux résultat parce que petit à petit, ça a été progressif, il faut être patient. On a vu notre fils de plus en plus être capable de se poser, de se canaliser parce qu'avant, même pour manger, il mangeait en 1 ou 2 minutes et c'était terminé. Là, de plus en plus, il a réussi à se canaliser. En plus, il avait démarré la toute petite section puisqu'on était dans un secteur qui permettait l'accès à l'école aux enfants de 2 ans et demi. Donc le fait d'être sociabilisé, d'avoir des règles à suivre en même temps, comme on était en toute petite section, il n'y avait pas de programme, c'était pas strict, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc petit à petit, on a vu que cette espèce d'hyperactivité a commencé de plus en plus à s'atténuer au quotidien. Donc ça, c'était vraiment super. Mais évidemment, il faut mettre en place des stratégies éducatives et puis ça, on le verra un petit peu plus tard. Maintenant, je voudrais vous parler de ma fille. Donc ma fille, elle a 15 ans. Elle aussi est TDAH, sauf que ça s'est pas du tout passé comme pour mon fils. Au départ, moi, je n'avais rien marqué de particulier chez ma fille. Elle était très dynamique, mais ça restait tout à fait acceptable. Elle était capable de se poser, mais c'est vrai que c'était une enfant qui était tout le temps enthousiaste, qui avait tout le temps la pêche. Donc c'était plutôt sympa, surtout que bon, c'est la deuxième, son grand frère était plutôt calme, donc c'était vraiment gérable. Donc c'était une gamine, mais très à l'aise dans son corps. Elle a appris à nager toute seule à 4 ans. Bon, il n'y avait pas de souci. Et puis au début, il n'y avait pas de souci, mais au fil du temps, notamment avec la scolarisation, on avait souvent des retours comme quoi elle n'arrivait pas à se concentrer, mais ses résultats restaient quand même bons. Et moi, à la maison, j'avais l'impression parfois de parler à un mur. Je demandais quelque chose et puis elle ne le faisait pas. J'avais l'impression qu'elle n'écoutait rien. Et c'est vrai que quand le diagnostic est tombé pour son petit frère, bien, je me suis beaucoup documentée sur le TDAH et j'ai compris que sa sœur aussi avait un TDAH. Simplement, elle avait son hyperactivité était beaucoup plus modérée. Et mais chez
chez ma fille, ce qui posait problème, c'était plutôt le fait qu'elle avait tendance à sombrer un petit peu au fil du temps. Plus le temps passait, plus elle sombrait en fait dans voilà, des humeurs très très maussades, très tristes, sans raison. Et comme ça, sans raison particulière, elle pouvait se sentir pas bien, puis le communiquer à toute la famille, donc ça devenait vraiment lourd à porter. C'est comme ça que là, j'ai décidé de mettre en place des stratégies éducatives pour traiter particulièrement sa dysrégulation émotionnelle. Donc la dysrégulation émotionnelle chez les enfants et personnes TDAH, c'est cette tendance à sombrer très très facilement dans les émotions désagréables comme la colère, la tristesse, l'inquiétude, et avoir énormément de mal à sortir de ces émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la tristesse, on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. C'est quelque chose de très lourd à vivre évidemment pour l'enfant, mais aussi pour l'entourage. Donc je vous parlerai tout à l'heure des stratégies que j'ai mises en place. Alors revenons à mon petit tourbillon. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place comme stratégie? Eh bien on a tout de suite compris que c'était un enfant qui avait vraiment besoin de s'exprimer par le corps, puisqu'il avait vraiment cette énergie. Donc on l'a très tôt inscrit à un sport, on a choisi le judo, qui est un petit peu le sport phare pour les enfants de TDAH. Donc dès 4 ans, il s'est mis au judo. Et ça, c'était super parce que comme il avait tendance à se jeter par terre, à faire des cascades, justement avec le judo, il a appris à un petit peu contrôler son corps. Parce qu'en fait, il faut savoir que les enfants TDAH, en fait, ne sentent pas de limite à leur corps. Et c'est pour ça que... alors, lui, tout petit, par exemple, se jetait souvent par terre, ce que je ne comprenais pas. Il se mettait comme ça, il pouvait s'allonger comme ça. On était dehors, puis d'un coup, il se jetait par terre comme ça, il s'allongeait. Et en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de sentir les limites de leur corps. Donc c'est sûr qu'avec des sports comme le judo, où on est en contact avec le tatami ou avec un camarade avec qui on fait des prises, c'est vraiment un sport qui les aide à prendre conscience en fait des limites de leur corps. Et c'est vraiment important. Et il faut savoir aussi pourquoi les enfants qui sont TDAH bougent autant en fait. Eh bien c'est parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, le trouble TDAH est un trouble neurologique qui entraîne un déficit en dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur, une hormone, hein, comme on dit, qui est donc très importante parce qu'elle influe directement sur le comportement. La dopamine, si vous voulez, active le système de récompense-renforcement. Elle est indispensable à la survie de l'individu et plus généralement, elle joue un rôle dans la motivation. Donc, on comprend bien que comme le TDAH entraîne un déficit de dopamine, ce sont des enfants qui ont souvent un déficit de motivation. Et comment activer la dopamine dans le corps? Eh bien, de manière, on va dire, tout à fait instinctive, ils ressentent ces enfants qu'il faut bouger, parce que le fait de bouger active la dopamine. C'est pour ça que ce sont des enfants qui bougent énormément. C'est pourquoi aussi, une fois qu'on a compris ça, il faut les laisser bouger. C'est fondamental puisqu'ils ont ce déficit en dopamine et qu'une des façons d'avoir la dopamine naturellement, c'est de bouger. Donc il faut complètement revoir sa façon d'éduquer un enfant TDAH. Il faut le laisser bouger, gigoter. Évidemment, c'est pas toujours simple socialement parlant, mais la société devrait s'adapter à ces enfants-là parce que c'est très très dur pour eux. Ils n'ont de motivation pour rien. Et vous imaginez si vous n'avez de motivation ni pour vous habiller, ni pour travailler, ni pour ranger vos affaires, tout devient pénible. Donc laissez ces enfants bouger, inscrivez-les à un sport, c'est vraiment important. Et je pense que l'école devrait vraiment proposer à ces enfants ce qu'on appelle des vélos pupitres. Donc au lieu d'être assis sur une chaise,
ce qui est quand même difficile pour un enfant TDAH sans bouger. Ils sont sur un vélo, il y a un pupitre, ce qui fait que quand ils en ressentent le besoin, ils pédalent. Et ça les aide énormément à se concentrer et à travailler. Si vous êtes instituteur, faites tout ce que vous pouvez pour obtenir des crédits et avoir des vélos pupitres. C'est fondamental pour les enfants TDAH. Voilà, donc notre fils, on l'a inscrit au judo et ça lui fait énormément de bien, mais on l'a aussi inscrit à une activité où là, il faut être posé parce qu'il va falloir que, effectivement, l'enfant TDAH apprenne aussi à faire des activités où on n'est plus statique. Donc nous avons choisi la musique, on l'a démarré plus tard parce qu'on ne peut pas démarrer ce genre d'activité quand ils sont trop petits. Donc on a démarré à 7 ans. Donc notre fils, il fait du piano jazz et vraiment il adore ça. Et très très souvent, les enfants TDAH, ils sont très bons dans les activités artistiques parce qu'ils ont quelque chose de très instinctif. Et pour faire de la musique, certes, il faut avoir des connaissances, mais il faut aussi avoir une très grande sensibilité, un instinct. Et ces enfants ont ça. Donc, je vous recommande, si vous avez la possibilité, d'inscrire non seulement votre enfant à un sport, mais également à une activité artistique. Ça va les épanouir. En plus, quand on fait une activité artistique, on fait des spectacles, on se produit. Et ce sont souvent des enfants qui aiment faire des spectacles, qui aiment en fait être avec un collectif, qui aiment être applaudis. Et ça leur fait énormément de bien et ça renforce énormément leur estime de soi. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause parce que là j'ai donné beaucoup d'informations. Il faut savoir que pour être un parent d'enfant TDAH, il faut avoir une hygiène irréprochable, une hygiène de vie irréprochable et il faut savoir justement prendre du temps pour soi. Alors, je vais proposer un petit exercice pour vous aider à vous poser un petit exercice de pleine conscience. Donc, installez-vous confortablement, fermez vos yeux. Essayez d'avoir le dos droit, mais sans raideur. Voilà. Prenez conscience de votre appui sur votre siège. Prenez conscience de votre dos, de vos fessiers et de vos jambes. Appréciez ce moment que vous offrez à vous-même. Voilà, vous êtes là, vous n'avez nulle part où aller et rien à faire si ce n'est qu'à suivre mon guidage. Mettez les mains sur votre ventre et vous allez sentir tout simplement votre ventre qui va monter et descendre au fil de la respiration naturelle de votre corps. Voilà, essayez de vous concentrer uniquement sur cette respiration naturelle. Alors il y a peut-être des idées qui vous viennent en tête, l'envie de vous gratter, l'envie de bouger. C'est tout à fait normal. Ce sont en fait des réactions de votre cerveau qui n'a pas l'habitude d'être assis les yeux fermés sans rien faire. Donc ne prêtez pas attention à ces réactions et revenez à votre souffle tranquillement, respiration après respiration. Si des pensées vous viennent en tête, là encore c'est normal. Notre cerveau n'est pas habitué à ne pas penser, donc laissez ces pensées tranquillement passer dans le ciel de votre conscience comme des nuages et revenez à votre souffle tranquillement. Alors pour vous aider, si vous voulez, vous pouvez compter 1 quand le ventre monte, 2 quand le ventre descend. Nous allons faire 3 cycles de 10 respirations. 1, le ventre monte.
Et 2, le ventre descend. Ressentez votre corps qui se détend de plus en plus et votre esprit également. Voilà, cet exercice de pleine conscience est terminé. Vous pouvez le pratiquer autant de fois que vous en ressentez le besoin dans la journée. Quand vous sentez que vous avez un coup de mou, c'est très bien pour vraiment se reposer, ou quand vous avez vraiment un trop-plein émotionnel. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura fait beaucoup de bien. Alors, revenons un petit peu aux stratégies éducatives que nous avons mises en place. Donc, pour ma fille, donc elle, ce qui était vraiment problématique avec elle, c'est qu'on était beaucoup dans la provocation, dans l'insolence. Et là, j'ai compris très vite que certes, cela venait de son TDAH, de l'impulsivité qui les pousse à dire tout ce qui leur passe par la tête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de filtre. Et forcément, quand on s'approche de l'adolescence, on a forcément des idées pas forcément très sympathiques. Et tout sort. Et donc, on peut effectivement, même on doit pardonner, mais il faut mettre des freins parce qu'il y a énormément d'enfants de TDAH qui n'a pas mis de frein et qui après devient vraiment insolent et irrespectueux. Moi, je sais que ma fille m'a fait comme ça plusieurs réflexions qui n'étaient pas admissibles. Et donc, à chaque fois, j'ai décidé vraiment mettre en place des sanctions pour qu'elle soit vraiment marquée dans son esprit, qu'elle comprenne que on ne faisait pas de commentaires. Par exemple, elle me faisait des commentaires sur mon apparence et que c'était vraiment inadmissible. Donc moi, les sanctions sont passées par la suppression du téléphone portable pendant 6 mois, et elle a compris pourquoi, et elle a commencé à vraiment se remettre un petit peu en cause, et elle sait que voilà, il y a des choses qui sont pas admissibles, il y a le respect, c'est très important. Donc, il faut marquer le coup, mais c'est vrai que quand on a donné la sanction, après, on pardonne. Donc, on est dans une attitude bienveillante. C'est vraiment les deux qu'il faut mettre en place. La sanction, mais aussi la bienveillance, parce que ce n'est pas leur faute. Et régulièrement, il y a des rappels à l'ordre. Quand je vois le ton sur lequel ma fille me parle, je l'arrête et je lui dis, tu te rends compte de la façon dont tu viens de me parler? Et là, d'elle-même, elle me dit, oui, j'ai été insolente. Et donc, je demande qu'elle présente ses excuses. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment mettre en place. Il ne faut pas laisser passer ça parce qu'il y a énormément de mères qui se laissent comme ça bouffer par l'impulsivité de leurs enfants. Et après, les gamins sont insupportables et ils doivent être envoyés en IME. Donc, il faut être strict. Et les punitions, ça peut être les jeux vidéo, suppression de la console, suppression du portable, plus d'argent de poche. Et croyez-moi que ça fonctionne. Il faut être ferme et bienveillant, mais il faut poser des limites extrêmement strictes. Les enfants TDAH en ont vraiment besoin. Concernant sa dysrégulation émotionnelle, eh bien, j'ai trouvé vraiment la pratique idéale, c'est la méditation de pleine conscience. Donc, l'exercice que nous venons de faire, c'est de la méditation de pleine conscience. Et donc, j'ai dit à ma fille, je lui ai expliqué, j'ai fait de la pédagogie. De toute façon, mes enfants connaissent leurs troubles. Quand ils ont des attitudes qui relèvent du TDAH, je leur fais souvent remarquer. Comme ça, ils savent ce que c'est que le TDAH. Il n'y a pas à en avoir honte. Mais par contre, il faut en prendre conscience et essayer d'y remédier. Donc, je leur donne des outils au fil du temps, évidemment adaptés à leur âge et à leur capacité. Donc, ma fille, je lui ai fait prendre conscience que c'est comme ça, cette dysrégulation émotionnelle, finalement, elle se gâchait la vie, mais qu'il y avait des outils et que le principal outil, c'était la méditation de pleine conscience qui aide vraiment à réguler l'humeur. C'est vraiment, il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est très efficace.
Maintenant, le problème, c'est que quand on est TDAH, on n'a pas envie de s'asseoir les yeux fermés sans bouger. Et donc, il va falloir trouver des moyens. Alors, ma fille, l'avantage, c'est qu'au fil du temps, elle devenait de moins en moins hyperactive. Elle devenait de plus en plus même, on va dire, flemmarde. Donc, c'était pas le côté gigoté qui allait poser plus de problèmes chez elle au début, c'était le côté fermer ses yeux, etc. Et puis, il fallait aussi qu'elle accepte, parce que je n'allais pas la forcer, on ne peut pas forcer quelqu'un à méditer. Donc, j'ai essayé vraiment, ça m'a pris énormément de temps. J'ai bataillé pendant plus d'1 an pour qu'elle comprenne les bienfaits de la méditation. J'ai pris des exemples avec des gens qu'elle aimait, des chanteurs, ou des, je sais plus, je crois qu'il y a une chanteuse qui a parlé de ça sur son compte, en disant que la méditation lui faisait beaucoup de bien, l'aider à apaiser ses angoisses, etc. Donc j'ai bataillé, et donc on a commencé avec les méditations de Netflix, qui sont des méditations très courtes, qui ont l'avantage d'être précédées d'un petit dessin animé. Donc c'est assez motivant, donc n'hésitez pas à proposer ça à vos ados. Et puis après on est passé à la méditation de Christophe André, donc la méditation du souffle, la méditation du corps, etc. Donc je vous recommande vraiment pour vos ados dès 11-12 ans de les mettre à la méditation. Et la meilleure façon de les convaincre, c'est qu'ils vous voient méditer. Donc il va peut-être falloir, les parents, que vous vous mettiez vous aussi à la méditation. Voilà. Vous allez voir, ça va vraiment améliorer votre qualité de vie. C'est fondamental. C'est ce que je voulais vraiment vous communiquer, l'importance quand on est un parent d'enfant TDAH. Et si on en a 2 en plus comme moi, il faut avoir une hygiène de vie impeccable. Il faut avoir une hygiène de vie de sportif de haut niveau. On se couche tôt, on se lève tôt. Pourquoi? Parce que déjà on est crevé. En fait, grosso modo, il faudrait se coucher pas très longtemps après ses enfants. On essaye de manger équilibré, d'avoir toutes les vitamines, les oligo-éléments dont on a besoin. On prend soin de soi en faisant une activité, en bougeant. On prend aussi une activité pour soi qui nous épanouit, sans les enfants, parce que on passe beaucoup de temps, on est beaucoup préoccupé par nos enfants, donc c'est important aussi d'avoir une activité rien que pour nous, où on oublie nos enfants pendant 1 heure ou 2. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande pour votre équilibre mental, que vous ne passiez pas par le burn-out, qui malheureusement c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de parents d'enfants TDAH, de tomber comme ça dans la dépression, le burn-out, parce qu'ils ont l'impression de ne pas y arriver. En fait, il faut avoir cette très bonne hygiène de vie, et si vous le faites, vous verrez que vous serez beaucoup plus calme face justement aux provocations de vos enfants, parce qu'il y a effectivement très souvent avec le TDAH, il y a le fameux trouble oppositionnel avec provocation. Et donc, les enfants nous provoquent, et si on est fatigué, on va le prendre très mal. Alors, comment il faut réagir au top? En fait, il faut réagir de manière neutre. Il faut réagir en fait comme si on n'était pas les parents des enfants, comme si on n'était pas impliqué émotionnellement, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il essaye de me dire à travers ce top? Voilà. Et comment moi je vais répondre à ça? Et en fait, les enfants qui ont un top, ils attendent juste qu'on leur mette une limite claire en disant non, ça ne se fait pas. Et il faut pas rentrer en fait dans la discussion, il faut pas rentrer dans le marchandage, il faut poser des limites très très claires, et surtout il faut être super froid. Faut pas être dans l'émotionnel. Et si vous faites ça, le top s'arrête, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page, parce que c'est vrai que là on n'a pas le temps de parler de tout. Séverine Maman Hyper TSA, vous tapez sur le moteur de recherche de la page, vous tapez top, T-O-P, et vous verrez plein d'exemples différents de top, parce que le top va se nicher dans plein d'aspects différents de la vie. Donc, pour revenir à mon petit tourbillon, les stratégies éducatives, donc ça a été effectivement de lui donner la possibilité de vraiment apprendre à explorer son corps dans le judo, et puis d'apprendre un petit peu à se canaliser et exprimer sa créativité, parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de créativité dans le piano, et ça fonctionne très bien. Et au quotidien, il faut évidemment beaucoup de patience. Il faut savoir qu'un enfant TDAH, pour se préparer le matin, va mettre 2 fois plus de temps qu'un enfant lambda. Donc il faut, quand on va lui demander de se préparer, s'habiller, se laver les dents, manger, préparer ses affaires, ça va prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il va commencer à faire quelque chose, et puis paf, il y a cette fameuse dysrégulation attentionnelle, et il va voir chez n'importe quoi une mouche qui vole, et il va oublier.
Donc en fait, nous, il va falloir faire souvent des rappels. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Pas hésiter à faire des petits tableaux en lui disant va regarder ce que tu as à faire, coche les tâches, c'est pas mal aussi. Mais d'une manière générale, il faut leur laisser beaucoup, beaucoup de temps. Donc, si vous pensez qu'un enfant lambda va mettre 20 minutes pour faire quelque chose, lui, il faut lui en donner au moins 15 minutes de plus. Et si on fait ça, on passe des matins beaucoup plus calmes. Voilà, c'est vraiment la chose à retenir, leur laisser du temps pour se préparer. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, au fil des années, ils vont commencer à se préparer un petit peu plus, à être de plus en plus autonomes. Mais il faudra, voilà, toujours passer derrière eux. Dernier point très important, donc là, ça va plutôt peut-être concerner les adolescents, mais en fait, ça peut concerner aussi les plus jeunes. Ce sont des enfants pour qui l'oisiveté ne convient pas du tout. Bon, ma fille est en seconde, elle a terminé l'école puisqu'il y a le bac français. Et donc, au lieu de la laisser 3 mois en vacances à l'heure et vers de la journée, je lui ai concocté un programme scolaire. Et c'est vraiment très, très, très nécessaire pour eux. Un enfant TDAH ne peut pas avoir une journée où il n'a rien à faire. Il faut vraiment qu'il y ait des activités très structurées, avec évidemment des temps de pause, ça c'est très important. Au niveau de l'apprentissage, du travail scolaire, tous n'auront pas la même capacité attentionnelle, donc ne pas hésiter à fractionner le travail. On peut demander des tranches de travail de 30 minutes, de 40 minutes pour les plus grands, et puis pour les plus petits, on va démarrer avec 10 minutes, c'est bien. On fractionne, on fait des pauses, voilà, et puis on motive, très important. Voilà. Toujours la motivation, c'est fondamental. Les adolescents TDAH doivent être donc occupés. Parce que si un adolescent TDAH n'est pas occupé, c'est la porte ouverte à faire tout et n'importe quoi. Et ce qui est très important aussi dans le fait de les occuper, c'est que ça va leur apprendre une discipline. C'est que plus tard, quand ils seront adultes et qu'ils devront se gérer seuls, bien là, ils se souviendront de ce qu'on leur a appris, qu'il y a toujours quelque chose à faire et qu'on ne passe pas une journée en roue libre, que ce n'est pas possible. Ce n'est bon d'ailleurs ni pour les ados TDAH ni pour les autres. Voilà, on essaie de structurer la journée avec évidemment toujours des moments de détente, ça ils ont vraiment besoin, c'est fondamental, et on les envoie aussi dehors, on les envoie se promener, c'est important de ne pas rester enfermé, attention aux jeux. Moi personnellement avec les miens il n'y a pas de jeux vidéo, ça se passe très bien, parce que je sais que s'il y a des jeux vidéo, la lecture, eh bien ça sera très très dur après de faire lire un enfant TDAH, même s'il n'a pas de problème d'apprentissage de la lecture. Si vous lui donnez des jeux vidéo, mais pour un enfant TDAH, c'est une arme très dangereuse. Donc d'abord, on solidifie la lecture, et quand l'enfant a pris l'habitude de lire par lui-même, éventuellement, on peut lui donner comme ça des temps de jeux vidéo, mais toujours très 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 mesurés. C'est vraiment fondamental. Alors pour terminer, donc je recommande aux parents d'enfants TDAH de se former sur le TDAH. Vous pouvez aller sur ma page, c'est pour une maman hyper TSA. Vous verrez, j'ai fait beaucoup de posts en maintenant à peu près 5 ans. Vous tapez un sujet, vous allez voir, vous formez sur différents supports. C'est fondamental. Bien comprendre les tenants et les aboutissants du TDAH pour pouvoir aider son enfant au quotidien, pour pouvoir comprendre ses réactions, parce que oui, 99,9% de l'attitude de votre enfant TDAH vient de son TDAH, même si ça gêne certains enseignants qui aimeraient penser que l'enfant fait exprès de ne pas travailler, de ne pas être concentré. Non, ça vient de son TDAH. Les enfants ne font pas exprès de mettre du bazar partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Donc on met des limites claires. On sanctionne si nécessaire, mais on reste toujours dans la bienveillance. Avec ses enfants, c'est fondamental. On leur propose des activités qui vont les aider à se défouler physiquement, mais aussi à exprimer leur créativité. On les encourage, on les félicite régulièrement. Et puis, les choses vont se faire, jour après jour. Moi, de toute façon, la vie avec 2 enfants TDAH, je la considère jour après jour. On essaye d'éviter d'avoir des projets à long terme parce que c'est un petit peu impossible. On essaye d'avancer, voilà,
au quotidien, jour après jour, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura vraiment aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions, à liker, à partager. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast. À bientôt.